par le RMT Bâtisse sur le thème conseiller en bâtiment d'élevage, un acteur essentiel pour un projet réussi. Alors, je vais vous rappeler quelques règles de consigne générale concernant ce webinaire. Donc, en termes de navigateur, on vous invite à privilégier les navigateurs Chrome, Firefox ou Opera. En cas de problème de son, si votre débit Internet n'est pas suffisant pour recevoir le son, vous pouvez suivre le webinaire par téléphone. Le numéro de téléphone et le code lié à ce webinaire vous ont été communiqués dans le mail de confirmation d'inscription. En ce qui concerne l'affichage, idéalement, affichez votre navigateur en mode plein écran. Pour ce faire, cliquez en haut à droite sur plein écran. Concernant le chat, durant la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en vous servant du module chat en bas à droite. Pour taper votre question, utilisez le petit rectangle, tapez votre message. Alors attention, si vous rencontrez des difficultés dans votre utilisation de Click Meeting, vous pouvez réclamer de l'aide dans le chat auprès de Susanna en commençant votre message par @Susanna. Au programme de ce webinaire, qui va nous amener jusqu'à la fin de matinée, à 10h30, donc en l'occurrence, je vous présente le programme là actuellement, en 5 petites minutes. De 10h35 à 10h45, il y aura donc une introduction par Jean-Pierre Clément, éleveur et responsable professionnel à la Chambre d'agriculture de Région Bretagne et à la Chambre d'agriculture France. Ensuite, de 10h45 à 11h, il y aura une intervention de David Pereira de la Chambre d'agriculture France sur le thème « Le conseiller en bâtiment d'élevage, un acteur essentiel ». De 11h à 11h15, il y aura une intervention de Sébastien Guillochot de la Chambre d'agriculture de Région Bretagne sur la démarche de conseil et la posture de conseil. Et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses de 11h15 à 11h20 qui sera animé par Bertrand Fagot de l'Institut de l'élevage. Un deuxième temps autour d'une série de témoignages, donc à partir de 11h20, sur le thème des conseillers impactants, avec une intervention pour la filière porc de Fabien Bellec, conseiller bâtiment au sein du groupement Evelop. De 11h30 à 11h45, il y aura une intervention de Julien Hamon, conseiller bâtiment en ruminant à la Chambre d'agriculture de région Pays de la Loire. Et enfin, de 11h45 à 11h50, il y aura une intervention pour la filière équine, de la part de Françoise Lumalet, ingénieur à l'IFCE, et Jean-Marc Pilet, conseiller bâtiment à la Chambre d'agriculture de région Pays de la Loire. De 11h50 à 12h15, il y aura un temps de questions-réponses, animé par Bertrand Fagot, et on clôturera ce webinaire par Jean-Pierre Clément et David Pereira. Sans plus attendre, je laisse la parole à notamment Jean-Pierre pour l'introduction. Bien, bonjour à tous. Jean-Pierre Clément, je suis producteur de lait et de viande bovine dans les Côtes d'Armor, région Bretagne. Je suis au centre de la Bretagne, à la région d'Oudéac. Je suis installé en GAEC. Ça fait 32 ans que je suis installé. Structure 2 associés, 750 ml de lait vendus en race Prime Holstein, un atelier de vaches allaitants, de 20 vaches allaitantes, race blonde d'Aquitaine, en label rouge, sur une surface SAU de 150 hectares. Voilà. Alors, moi, je suis élu à la Chambre d'agriculture de Bretagne. C'est le premier mandat que je fais. Auparavant, j'étais élu aussi à la Chambre d'agriculture, mais que des Côtes d'Armor. Voilà, à ce titre-là, au niveau Bretagne, je suis administrateur du GIE lait élevage de Bretagne et président du comité régional bâtiment. Voilà, c'est une structure qui est un petit peu unique, je crois, parce qu'elle n'existe pas autre part en France. Au travers du GIE, ça nous permet aussi d'avoir un volet bâtiment, et ce qui justifie aujourd'hui mon intervention auprès de vous, les conseillers bâtiment. Et je suis aussi, par la même occasion, président du groupe de travail herbivore des champs d'agriculture de Bretagne. Ruminants, bovins, ovins et caprins. Voilà. Mon intervention aujourd'hui consiste
bien sûr à parler donc du bâtiment et du conseil bâtiment qui, pour moi, lorsque l'on a un investissement à faire, est une chose capitale, notamment sur la réflexion. Avant d'entreprendre tous travaux, il faut avant tout réfléchir. Et par ce biais-là, nous avons la chance d'avoir des conseillers bâtiments à la Chambre d'agriculture, qui sont quand même des gens très compétents, du moins ceux que moi je côtoie. Je crois que Sébastien Guillochot est là aujourd'hui, il me semble. En fait, ils sont là aussi pour nous éclaircir sur notre projet et de nous, je vais presque vous dire, de nous construire un bâtiment en fonction de nos attentes et de notre organisation de travail. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a des concepteurs qui sont bien sûr présents dans la Chambre, mais aussi, on a aussi des constructeurs que nous, on regroupe au travers de notre commission générale bâtiment. Donc, associer les deux, je trouve que c'est quelque chose de très cohérent, puisqu'on parle de l'aspect théorique au niveau des plans, sur l'aspect pratique dans la conception, vraiment, et la construction des bâtiments. Le conseiller bâtiment, c'est une personne capitale dans l'investissement. Aujourd'hui, on arrive à peu près à des investissements de l'ordre de 13 000 € de la place. Je parle pour les budgétières. 13 000 € de la place, on n'a pas le droit de se tromper. On fait un bâtiment général pour sa carrière, donc 25, 30 ans. Un bâtiment mal conçu, un mur mal placé, un poteau de charpente mal placé, c'est l'éleveur directement qui en pâtit pendant toute sa carrière. Donc, c'est pour ça qu'il est très important, et le conseil que je donne moi à tous les éleveurs, c'est de bien s'entourer donc de conseillers bâtiments, spécialisés bâtiments, en l'occurrence ceux de la Chambre, bien sûr, pour justement ne pas faire d'erreur. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite un très bon winaire et je vous remercie d'avance du travail que vous faites auprès de mes collègues éleveurs dans la réalisation de leurs projets, parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, donc on est facilement sur des montants de 1,5 million, voire plus, lors d'un investissement en stabilisation budgétaire. En gros, une stabilisation budgétaire 120 places, logette, vous êtes à peu près à ce chiffre-là, 1,5 million. Donc, il ne faut pas se tromper. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, c'est pour ça que les conseillers sont là pour nous mettre dans le droit chemin dès le début. Voilà, bon webinaire. Et puis, à tout à l'heure pour la conclusion. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole donc à David Pereira de la Chambre d'agriculture France pour donc présenter le métier de conseiller en bâtiment d'élevage, un acteur essentiel. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous. Donc David Pereira, Chambre d'agriculture France, en charge des aspects bâtiments notamment et électricité. Je pense que Jean-Pierre Clément a commencé à le dire. Cette question du bâtiment agricole, elle est essentielle. D'abord parce que le bâtiment en France, c'est un vrai chantier de travail et un vrai poids économique. Aujourd'hui, en moyenne, depuis les années 2020, on est sur de l'investissement fait par les agriculteurs à hauteur de 2 milliards à 3 milliards. Vous voyez, en 2023, on était à 2,9 à 3 milliards d'euros investis par ces exploitants agricoles dans leur territoire, dans des entreprises du bâtiment qui sont très localisées, à l'inverse d'autres investissements comme le matériel, par exemple, où c'est globalement des constructeurs extérieurs. Cette dynamique de construction, vous le savez, globalement, elle a largement débuté un petit peu avant le PMPOA, mais elle est très durable, très constante. Depuis 20 ans, il se construit beaucoup de bâtiments. En 2023, vous le voyez, on a construit 4 500 bâtiments, sachant que, méfions-nous des statistiques parce qu'elles ont été modifiées dans leur façon de calculer, mais globalement, c'est aujourd'hui un vrai pouvoir économique, un vrai travail qui a un vrai impact sur les territoires et pour les exploitants. Jean-Pierre l'a dit également, pour l'exploitant à titre individuel, quelles que soient les filières, là vous avez 2 filières, bovin, lait et porc, c'est pour l'exploitant individuellement un vrai investissement. Il construira 1 à 2 bâtiments dans sa carrière, globalement. Et du point de vue économique, ce sont des niveaux d'investissement très élevés qui n'ont fait que monter dans le temps. Donc là, vous voyez ici les statistiques sur le lait, où on passe en 2007 à 2025 de globalement 5 000 à 6 000 € la place à 12 000 €. Et puis en porc, où finalement, vous voyez les chiffres ici, sur de la maternité, on est passé de 4 000 à 7 000 quasiment. Donc finalement, individuellement, pour l'exploitant, ça a un coût. Cet investissement, c'est une charge pérenne qu'il paiera toute sa carrière. Et comme l'a dit également Jean-Pierre, ça a un impact énorme sur les aspects de travail, mais aussi finalement sur tous les gestes qu'on fait avec les animaux. Quand on parle aujourd'hui de bien-être animal, l'acteur bâtiment, il est essentiel parce que finalement, c'est bien l'outil de travail qui va avoir un impact sur les animaux et l'exploitant. Donc, ce conseiller bâtiment, il a un impact à un moment donné dans la carrière
mais finalement, il n'est pas tout seul. On est dans un environnement qui est extrêmement riche. L'éleveur, il n'est pas seul, il est très entouré, avec des organisations qui, chacune avec leur spécificité et leur clé d'entrée, vont avoir un intérêt ou un impact sur le bâtiment. Parfois des organisations en concurrence, mais majoritairement en complémentarité. Donc vous le voyez ici, que ce soit ceux qui sont directement avec l'éleveur au moment où il fait ses choix, les organismes de conseil, dont les chambres d'agriculture, les entreprises de l'amont ou de l'aval, les coopératives, les bureaux d'études, les architectes, les constructeurs, Jean-Pierre l'a dit, les centres de gestion, les banques, et puis tous les autres qui vont avoir un impact à un moment donné. Et puis aussi ceux qui sont un petit peu plus loin, mais qui sont là autour de l'éleveur, qui créent l'environnement de l'élevage, que ce soit via des relations directes de la R&D, de la recherche-développement avec l'INRA, les instituts et les organismes agricoles, ou via d'autres moteurs, les journaux, les sites internet, etc., les pouvoirs publics, l'Europe, etc. Donc finalement, on a un environnement de l'éleveur qui est très dense, mais pour l'aider à avancer sur son projet, finalement, il est là, il est plutôt, entre guillemets, seul à essayer de ressortir le bon grain de livret. Et donc, c'est là où le conseil a un impact essentiel. Alors, évidemment, quand on dit tout ça, ça met quand même une grosse charge sur ce conseiller. Il faut voir qu'aujourd'hui, les conseillers agricoles spécialisés sur des aspects de bâtiment, ils ont un niveau d'expertise qui est globalement très élevé, soit individuellement parce que ils ont poursuivi dans leur carrière, ils ont acquis ces compétences, soit dans une équipe. Mais au fond, ce sont quand même des gens qui sont en capacité de comprendre le besoin des éleveurs. C'est ça le secret. Un conseiller bâtiment, c'est pas un ingénieur de la construction, c'est quelqu'un qui comprend l'élevage, qui comprend le besoin des hommes, le temps et les conditions de travail, les actes d'élevage, qui comprend aussi le besoin des animaux. On parlait de bien-être animal, l'expression des comportements naturels et de bien-être qui favorise la productivité, mais aussi qui comprend les contraintes de la construction, et un peu son vocabulaire, sa façon de faire. Et puis, ce qui est l'environnement vrai des territoires, c'est la réglementation qui s'applique au bâtiment, qui est à la fois spécialisée ou pas, l'urbanisme, les ICPE, les directives nitrates, etc. Et puis, il faut le dire, les process administratifs. Aujourd'hui, il y a un vrai travail du conseiller bâtiment là-dessus, avec des administrations où il faut jouer un rôle de facilitateur. Et puis enfin, on le verra tout à l'heure, avec ceux qui font le métier, le bâtiment, il va cristalliser un certain nombre d'enjeux, on en reparlera juste après, parce qu'au fond, une fois tous les 20 ans, on pose un objet dans le territoire qui va réunir un certain nombre d'atouts, faire face à un certain nombre d'enjeux, et donc ces enjeux, ils sont très divers, on les reverra après sur les politiques publiques, les innovations technologiques, le changement climatique, etc. Et ce métier, aujourd'hui, il est reconnu par les éleveurs. On a réalisé il n'y a pas très longtemps une enquête marketing des chambres, et c'est le premier élément qui avait été signalé sur la compétence des chambres qui était reconnue, c'était cet aspect bâtiment. Voilà. Alors, je vous le disais, on en parlait à l'instant, finalement, c'est un homme ou une équipe à tout faire, parce que le bâtiment, il est influencé par les enjeux du moment. Il faut maîtriser tous les actes d'élevage, il faut maîtriser les questions du moment, et puis toutes celles qui viendront demain, donc sur des aspects sociaux, on l'a parlé tout à l'heure, globalement, le regard que la société porte sur les éleveurs, le bien-être de ces éleveurs, aussi faire en sorte qu'il y ait un renouvellement des générations parce que l'outil est plus facile. Sur les aspects économiques, Jean-Pierre en a parlé tout de suite, et naturellement, cet outil-là, il a un coût et il a un impact sur l'exploitation et sur son environnement d'entreprise. La santé et le bien-être, on a dit tout à l'heure, de toute façon, aujourd'hui, on a un logement des animaux qui est en bâtiment. Que l'on aime ou qu'on n'aime pas ça, la réalité, c'est que le bâtiment, c'est un lieu où se passe plein d'actes d'élevage. Jean-Pierre le dira peut-être tout à l'heure, il m'en a parlé hier. Aujourd'hui, quand il laisse ses vaches aller en pâture ou en bâtiment en plein été, elles reviennent au bâtiment. Donc, aujourd'hui, c'est un vrai outil. Les enjeux de la biosécurité dans certaines filières aussi sont essentiels. On voit des maladies qui se répandent sur le territoire en ce moment. Et donc, on voit qu'il y a un enjeu là. Le climat, on en a déjà parlé. La question environnementale, vous le savez tous, le bâtiment, il a un impact. On réunit des animaux à un endroit qui vont produire un certain nombre d'effluents. Il y a des questions de ressources aussi qu'il faut préserver. Donc, cette question environnementale, elle est prise en compte par les conseillers. Les pouvoirs publics, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont en capacité d'orienter dans un sens ou dans l'autre. Les nouvelles technologies, Jean-Pierre l'a dit, finalement, l'outil de travail qui est le bâtiment, il vient agréger toutes les connaissances du moment et il doit permettre le travail avec les animaux le mieux possible.
Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette question d'intégration de nouvelles technologies très diverses. On peut parler de l'IA, de la robotique, de toutes ces nouvelles technologies. Et puis des innovations techniques au fur et à mesure ou organisationnelles. La question des grands troupeaux, la question de produire en bio, la question de produire plus facilement avec nos animaux et qui se sentent mieux, elle est toujours là. Et donc aussi, il y a une question qui est liée à cette économique, qui est la question de l'agilité des bâtiments qui sont construits pour longtemps, mais qui idéalement devraient être en capacité d'affronter plusieurs enjeux, ou en tous les cas d'être repris pour faire autre chose. Pour essayer d'aller, peut-être pas m'éterniser, nous dire qui sont ces hommes ou ces femmes du bâtiment. En France, il n'y a pas de formation initiale sur le bâtiment agricole, mais on a des conseillers qui ont des parcours de formation très diversifiés, qui peuvent venir de la zootechnie, c'est-à-dire de l'apprentissage des productions animales ou des ingénieurs là-dessus, mais qui vont se former en bâtiment dans leurs organismes, ou inversement, qui viendront du secteur du bâtiment et qui vont se former aux questions d'élevage. Il y a des architectes, il y a aussi des dessinateurs qui progressivement ont pris goût au conseil, et puis il y a d'autres profils, notamment en alternance, etc. Ce qui réunit ces femmes et ces hommes, c'est leur forte sensibilité personnelle aux questions d'élevage, aux questions de projet ou de bâtiment. Finalement, quand on tombe dedans, on se fait facilement attraper parce qu'on est mordu par le sujet et que c'est un sujet très complet et complexe. Par contre, pour permettre à tous ces collègues de se former, il y a un niveau important de formation en continu au sein des instituts techniques, au sein de Résolial, l'organisme des chambres, ou d'Avipol Formation. Et puis, il faut le dire, parce qu'on n'en parle pas assez, ce qui permet à tous ces conseillers d'être forts, c'est le réseau. On a un réseau qui est fort sur le bâtiment, notamment en ruminant, mais également dans les autres productions. Pour vous parler de ce que je connais mieux, le conseil en ruminant, qui va accompagner les métiers, les personnes et les compétences sur le territoire. Globalement, on a un réseau de conseillers bâtiments de 200 conseillers, à temps plein ou partiel, qui est animé par IDEL et les chambres d'agriculture France. Il y a un certain nombre d'outils à la disposition des conseillers, notamment un forum qui est hébergé chez nous à Chambre d'agriculture France, une newsletter réalisée par IDEL, et puis une biennale qui est organisée, qui réunit tous les 2 ans, un tiers de ce réseau. Les formations, j'en ai parlé, IDEL et Résolia. Il y a une mallette à outils qui est aujourd'hui extrêmement riche. Vous ne tombez pas dans un environnement qui est vide. Si aujourd'hui vous souhaitez avancer, il y a beaucoup de choses, et notamment, on a notre réseau mixte technologique Bâtisse, qui est là pour finalement nous permettre de travailler avec les autres filières, et puis avec d'autres types d'organisations, recherche, enseignement, développement. Voilà, c'est un vrai centre de ressources. Jean-Pierre en a parlé, on en reparlera juste après. On a une particularité en Bretagne qui est le CRB, qui réunit concepteurs et entreprises. Et malgré tout, sur les territoires, il y a une animation, alors certes différente en fonction des moyens, mais qui existe pour faire vivre tout ça. Alors, on m'a posé la question de savoir comment s'organisaient les équipes. Je vous ai repris une enquête qui avait eu lieu il y a quelques années maintenant en chambre d'agriculture spécifiquement, où on a pu montrer finalement que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le métier de conseiller bâtiment, il est très divers, très riche, très complexe, mais les conseillers ne sont pas toujours organisés de la même manière. On a 50% du territoire où on avait des conseillers qui étaient plutôt seuls, très compétents, mais plutôt seuls dans leur organisation. Et puis en face, on avait 50% qui étaient organisés en équipe, de façon à ce que les compétences soient fournies par plusieurs personnes qui s'organisent avec ou sans dessinateur. Sachant qu'il y a des départements régions où finalement il y a quand même des spécificités, parfois des conseillers spécialisés sur le bâtiment, ou d'autres qui sont spécialisés en élevage et qui vont faire du bâtiment, notamment porc, volaille et puis d'autres espèces. Les équipes, elles étaient de taille très variée, quasiment 2 ETP en comptant l'assistante, jusqu'à 6 ETP en fonction de la possibilité d'intégrer d'autres conseillers dans l'équipe bâtiment, des conseillers ICPE, donc installation classée pour l'environnement, énergie, ou dessinateurs. Je vous ai mis en bas à droite un graphique qui est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais dont le rôle est de dire les équipes bâtiments, qu'elles soient avec un conseiller bâtiment seul ou une grosse équipe avec plusieurs conseillers bâtiments structurés avec d'autres, de toute façon, elles sont dans les départements plus ou moins en capacité d'aller loin dans le projet ou dans l'accompagnement de l'éleveur. Ça ne dépend pas de la taille de l'équipe, mais plutôt des compétences que les uns et les autres acquièrent au fur et à mesure de leur carrière, et puis du marché, de la possibilité de le développer. Donc, ce que vous voyez dans le graphique, c'est qu'au fond, ceux qui s'arrêtaient à l'esquisse
On avait aussi des équipes de 2 conseillers bâtiments. Ceux qui allaient jusqu'au permis, bien sûr, il y avait des grosses équipes, mais il y a aussi des équipes de 2 à 1 conseiller bâtiment. Donc, au fond, et puis le suivi de travaux, enfin, qui est une dernière particularité, peut être assumé par un conseiller bâtiment ou 2. Ce n'est pas la question. Donc, au fond, c'est bien le réseau, c'est bien les formations qui permettent de rassurer l'équipe et de construire l'offre localement. Voilà. J'espère n'avoir pas été trop long. N'hésitez pas tout à l'heure s'il y a des questions et je vais vous laisser la parole à Frédéric pour la suite. Merci beaucoup. Merci David. Du coup, on va poursuivre avant le temps de questions par l'intervention de Sébastien Guillochot de la Chambre d'agriculture de Région Bretagne sur la démarche de conseil et la posture de conseil. Sébastien. Sébastien. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour Sébastien, on t'entend. Voilà, merci. Tu peux prendre la main, merci. Donc, je vais continuer, en fait, je vais compléter les propos de David et Jean-Pierre. Certains points, je passerai assez vite parce que ça a déjà été dit. Mais en fait, c'est une particularité du conseil bâtiment. C'est des choses qu'on va retrouver dans d'autres domaines. Hein. C'est pas, c'est connu. Ça s'appelle de la maîtrise d'œuvre dans le bâtiment en général. Par contre, avec des particularités qui sont liées à l'élevage, voilà, au fonctionnement et à énormément de questions et d'enjeux autour de ce bâtiment agricole. Comme le disaient les intervenants précédents, en Bretagne, donc moi je suis animateur pour partie de cette structure, on a une charte qualité bâtiment bovin qui existe maintenant depuis quasiment 30 ans. C'est un réseau d'entreprises, donc des gens qui font de la conception chez les éleveurs, des conseillers bâtiments, et puis des entrepreneurs pour mettre en relation donc des conseillers bâtiments, des terrassiers, des maçons et des charpentiers pour que ce public-là puisse se former et s'informer régulièrement en continu sur les différents sujets autour du bâtiment bovin et prendre en compte les spécificités de ce bâtiment. Pourquoi se poser en fait cette question autour du conseil bâtiment? Comme le disait Jean-Pierre et puis David, on a de nombreux enjeux et tout simplement de nombreux sujets. Si on prend un exemple sur les vaches laitières, on va avoir des aspects autour de la zootechnie, c'est-à-dire déjà est-ce qu'on part sur un mode de couchage particulier, sur quelle surface on va offrir, quel type de litière. On va avoir des aspects techniques donc qui sont très très en lien avec le logement des animaux, mais autour de la traite, autour des techniques constructives, donc sur des portées de charpente, sur des maçonneries, sur des équipements particuliers. Et tout ça, bien sûr, va avoir un impact sur le travail au quotidien, donc sur l'humain, sur l'éleveur, sur les salariés, sur le collectif de travail qui va intervenir dans ce bâtiment. Et tout ça aussi également en lien avec la capacité de réaliser ce bâtiment, c'est-à-dire de le poser dans un territoire et d'avoir l'autorisation de le faire, donc de respecter des réglementations, aussi bien au niveau de l'urbanisme, de l'environnement. Cette construction, quand elle va être conçue, elle va engendrer un coût qu'il va falloir supporter sur 15-20 ans pour l'exploitant. Et puis, le regard de la société au-dessus de tout ça avec des choses qui évoluent, un regard sur les modes de production, sur les surfaces offertes, sur la façon de faire dans ce bâtiment et donc des attentes sociétales. Donc, de nombreuses préoccupations et en plus qui sont souvent interconnectées. Donc, comme je le disais précédemment, il y a une forte imbrication entre différentes sphères. On peut avoir d'un côté l'outil bâtiment, c'est-à-dire c'est le projet architectural, quelle dimension, quel fonctionnement. Par contre, ce projet architectural, cet outil bâtiment, il a un fort lien avec le fonctionnement de l'exploitation. Comment on va conduire ce bâtiment, comment le troupeau est conduit, quels sont les liens avec le temps de présence à l'intérieur, les outils de traite, l'affouragement, les modes de litière, etc. Et puis, dans un domaine agricole ou comme dans beaucoup de domaines dans l'artisanat, on a une forte relation entre l'exploitation, l'entreprise et le domaine privé.
Donc, des choix qui vont se faire à un moment, qui sont, comme ça a été dit tout à l'heure, qui vont se faire 1 à 2 fois dans une carrière, mais qui sont très impactants. Donc, un impact financier fort, des coûts qui peuvent être très conséquents, qui dépassent pour les bovins régulièrement le 1 million d'euros, avec des engagements derrière sur des durées de 15 ans et plus pour rembourser ces investissements. On dit souvent de penser évolutif, mais il faut être relativement clair, la structure en tant que telle, la construction de ces bâtiments, elle doit respecter des textes, elle doit prendre en compte des contraintes qui peuvent être le vent, la neige, le sol, et on a de plus en plus recours à du béton banché, etc., des structures qui peuvent être assez lourdes, des portées importantes, et ces bâtiments, à l'intérieur, ils pourront peut-être évoluer, mais globalement, ils vont être quand même là pour longtemps. Ils ne sont pas déplaçables, ils sont globalement peu évolutifs. Donc, ça renforce encore cette nécessité de ne pas se tromper. Donc, pour synthétiser, des enjeux importants et des bâtiments qui vont avoir un impact fort, donc une impérieuse nécessité de ne pas faire d'erreur, de prendre son temps, d'appliquer une méthode rigoureuse. Donc en fait, de ne pas confondre vitesse et précipitation. On a régulièrement des demandes d'éleveurs qui veulent aller très très vite et il va falloir doser cette demande et essayer des fois de freiner un peu pour bien considérer l'ensemble des enjeux et pour proposer des solutions qui soient les plus adaptées au fonctionnement, à l'éleveur, à ses choix et aux ensembles de questions qui se posent. Comme je le disais, en fait, toutes ces méthodes pour approcher un projet, pour le construire, elles sont déjà connues dans d'autres domaines. Dans le cadre de travaux pour la filière laitière, le CNIEL, on a essayé de mettre sur le papier ces différentes étapes de maîtrise d'œuvre. Donc, la maîtrise d'œuvre, en fait, ça concerne la conception d'un bâtiment et sa construction. Donc, le suivi, par exemple, des travaux, c'est une partie de la maîtrise d'œuvre, mais toute la conception, c'est une autre partie de cette maîtrise d'œuvre. Une étape importante, d'autant plus qu'on a affaire à un collectif de travail avec plusieurs associés, avec des salariés, c'est que tout le monde partage la même vision du projet, se pose la question de savoir où on veut aller et soit d'accord sur ce qui va être déployé pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc, c'est bien au départ de se garantir que les différents associés partagent la même vision, voient bien leur mode de production demain, la taille de l'exploitation, les investissements qui peuvent être mis sur la table pour répondre à ça. La deuxième étape, qui peut s'appeler faisabilité-programmation ou plutôt programmation-faisabilité, c'est de dire pour répondre à ces objectifs, idéalement, de quoi j'ai besoin en termes de bâtiments. Si je prends un exemple sur des vaches laitières, c'est de se dire, idéalement, il faudrait pouvoir loger une centaine de vaches en production, à côté des vaches taries. La nurserie, voilà, il faudrait des places parce que ce qu'on a, c'est pas adapté. Un outil de traite plutôt de tel type, c'est d'écrire, de faire une sorte de cahier des charges de ce qui est souhaitable. Et puis la faisabilité, c'est de confronter ce qui est souhaitable à ce qui est possible en termes de technique, donc la parcelle qui peut recevoir cette construction, les réglementations, est-ce que cette parcelle est constructible, est-ce que les distances par rapport à des tiers, à des ruisseaux, etc. sont respectées, est-ce que économiquement, le projet là qu'on envisage, ce souhait de construire une centaine de places pour loger des vaches avec un outil de traite, est-ce que c'est en rapport avec mes capacités d'investissement? Et donc, c'est bien ça la faisabilité, c'est avant de se lancer sur la largeur de la logette, le type un détail technique voilà, particulier, c'est bien de valider que le projet qu'on envisage, ce qui est souhaitable, soit en rapport avec les ressources dont on peut disposer. Et une fois que cette étape-là, elle est levée, donc ça demande déjà un petit peu de temps, ça peut être des intervenants extérieurs qui peuvent aider pour ça, c'est-à-dire la réalisation d'une étude économique pour se projeter, c'est de se lancer dans la conception. La conception avec différentes étapes, de la progressivité
du général au particulier, d'avoir déjà plusieurs solutions possibles avec leurs avantages, leurs inconvénients pour éviter de se tromper et quelques années après de regretter des choix, de bien envisager l'ensemble des choix, d'en discuter au sein du collectif de travail, dans un GAEC, entre associés, avec les salariés, pour se dire on valide et on part sur cette solution et on a pris conscience des avantages et des inconvénients de cette solution. Et une fois que ça va être lancé, eh bien, c'est bien de détailler cet avant-projet pour que ça devienne un projet avec des détails pour le logement des animaux, pour le travail au quotidien, pour l'ensemble des aspects techniques, pour que derrière, les entreprises de bâtiment puissent chiffrer ce projet pour avoir des devis qui soient suffisamment précis, suffisamment complets pour choisir ces entreprises et puis valider un budget de construction. Les étapes suivantes, une fois qu'on a choisi les entreprises, donc je le redis, choisir des entreprises, c'est bien étudier des devis qui sont suffisamment précis, donc qui ont été faits sur un plan détaillé pour bien choisir. On va lancer la phase de construction et là, la phase de construction, c'est du quotidien. C'est de la coordination entre les entreprises pour ne pas oublier des réservations, des passages de gaines. Donc, une coordination indispensable entre les corps de métier pour avancer au fur et à mesure et réaliser une construction qui soit en rapport avec les attentes de l'éleveur. Derrière, l'éleveur, une fois que cette construction est livrée, il va devoir l'exploiter. Pour un conseiller, c'est toujours intéressant d'avoir un retour sur cette phase d'exploitation pour se dire, dans des projets futurs, il faudrait peut-être que j'améliore ou peut-être proposer différemment. Et puis derrière aussi, dans la carrière, le bâtiment va pouvoir évoluer, être partiellement démoli, étendu, etc. Donc tout ça, pour le conseiller bâtiment, ce sont des compétences et c'est aussi une posture. Donc c'est la nécessité au fur et à mesure dans sa carrière de s'informer, de se former, d'avoir des compétences, donc aussi bien en termes de zootechnie que de technique constructive, mais c'est aussi un savoir-être, c'est-à-dire de passer du temps avec un éleveur, des éleveurs, de les écouter, de bien comprendre et d'animer pour faire avancer le projet, de proposer, de retenir des solutions et de faire avancer ce projet. Quelles prestations? Souvent, ce sont des prestations qui sont à la carte, qui doivent être adaptées aux enjeux. Il n'est pas nécessaire de déployer toute une grosse artillerie pour des questions des fois qui peuvent être très simples, une évolution d'un bâtiment existant, le réaménagement d'un bâtiment. Par contre, après, derrière, de bien comprendre que dans certains cas, avec l'installation d'un jeune, avec des grosses évolutions de l'exploitation sur les moyens de production, que là, il va être important de prendre son temps, de bien définir les besoins, de faire partager la vision à l'ensemble des associés et puis de progresser régulièrement avec des points potentiellement d'arrêt pour dire là, on passe à l'étape suivante jusqu'à la construction. Voilà. J'ai mis en parallèle l'autorisation d'urbanisme parce que, bien sûr, le permis, l'obtention d'un permis, c'est important. L'obtention d'un dossier, le dépôt d'un dossier installation classée, c'est important. Mais le plan détaillé, c'est ce qui va être construit, c'est ce qui va être utilisé au quotidien, c'est ce qui va engendrer des coûts de construction. Donc, c'est là où on doit mettre du temps, de la concentration. L'éleveur doit être conscient de ça, c'est son outil de travail, de se projeter dans ses futures conditions de travail. En plus, les éleveurs nous le disent, dans le cadre du CNIEL, on avait réalisé une enquête auprès de 500 éleveurs laitiers, on a un peu plus de 500 retours. Et les éleveurs qui ont construit nous l'ont dit, en disant il faut avancer avec méthode, il faut prendre son temps, il ne faut pas hésiter à aller visiter des constructions, questionner des éleveurs qui ont déjà investi, s'interroger, s'informer, et puis faire appel à un conseiller indépendant, c'est un bon investissement. Certes, ça peut avoir un coût, mais ce coût est négligeable par rapport au montant global et négligeable par rapport à ce qu'il apporte et par rapport aux erreurs qui peuvent être évitées quand on prend son temps et qu'on va poser les choses, notamment sur des plans. Ces éléments-là, ce que je vous ai présenté, vous pouvez le retrouver sur le site du CNIEL, donc CNIEL Info, avec des plaquettes qui ont été rédigées avec pas mal de photos, les témoignages des éleveurs, donc les retours d'expérience. Voilà, ce sont des ressources qui sont disponibles sur ce site
il y a énormément de choses aussi sur d'autres sujets, donc des références techniques autour de la ventilation, autour des surfaces nécessaires ou conseillées pour les vaches laitières. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces ressources sur ce site. Un petit visuel pour reprendre la frise que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, elle est présente dans un des guides sur ce site. Et moi, j'en ai terminé là pour ma partie. Donc, voilà, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que j'ai été assez clair pour détailler l'importance de cette phase-là, l'importance de prendre son temps, d'avancer par étapes et de se questionner parce qu'une fois que c'est construit, souvent, c'est trop tard. Merci Sébastien. Du coup, on va passer un petit temps de réponse aux questions et je te laisse la main, Bertrand, pour cette séquence. Oui, merci Frédéric, merci Sébastien, David et Jean-Pierre. Donc une première question, y a-t-il des réglementations qui ont découlé des attentes sociétales au niveau des bâtiments d'élevage? Voilà, donc Oui. y a-t-il des points particuliers? Oui. Alors donc en bio. David, voilà. Ouais, alors je ne les connais pas toutes, vous les connaissez mieux que moi, mais en bio notamment, la question de l'accès à l'extérieur, ça a un vrai impact sur le bâtiment et c'est une réalité en bio. Ouais. Ok, merci David. Également sur les veaux, donc dès qu'on a un élevage de plus de 6 veaux, les veaux doivent avoir des surfaces. Alors il y a des discussions en cours, mais déjà actuellement pour les élevages de plus de 6 veaux, les veaux en case individuelle doivent avoir des cases d'une certaine dimension. Il y a des temps de logement maximum, que ce soit pour le bio ou pour le conventionnel, dans ces cases individuelles. Donc, et on peut compléter aussi que dans les autres filières, on a aussi des réglementations au niveau bien-être animal, que ce soit en porc. Frédéric pourra notamment compléter. Peut-être aussi dire que quand même toute la réglementation autour de l'eau, bien sûr, ce n'est pas une attente sociétale formulée comme ça, mais le gros travail fait autour de les programmes d'action nitrate, etc., sur la gestion de l'eau, c'est une vraie attente et qui a largement été pris en compte par le bâtiment. Oui. Ce qui n'est pas vrai dans tous les pays. Alors, une autre question. Donc, quelle réflexion sur l'impact environnemental du bâtiment dans le cadre des projets et puis plus particulièrement dans le cadre de ce qu'on appelle l'agroécologie et le changement climatique. Voilà. Peut-être plus Sébastien. Je peux apporter des éléments déjà sur les aspects. Alors là, plutôt déjà zootechnique, c'est le changement climatique a un impact au niveau des vaches laitières sur les périodes de stress thermique. Donc, il y a une adaptation forte des modes de conception et de construction pour prendre en compte cette partie-là. Après, sur les aspects environnementaux, comme le disait David, depuis des années, et c'est repris par la réglementation sur tout ce qui est collecte des effluents, des eaux souillées. Il y a un regard et une pression forte sur ça. Donc maintenant, les projets considèrent obligatoirement toute cette partie-là, la collecte, pour avoir un impact positif sur la qualité de l'eau. Derrière, les matériaux qui sont proposés, il n'y a peut-être pas encore un regard trop poussé sur leur facilité de recyclage, etc. Mais on a quand même des projets qui sont construits avec des matériaux simples. Et il y a les choix de l'éleveur avec, bien sûr, les temps de présence, les modèles, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, avec des attentes sociétales, des questions qui se posent sur la sortie des animaux, etc. Voilà. Je ne sais pas si je réponds complètement, mais c'est quelques éléments qu'on peut donner. Merci Sébastien. On peut compléter aussi qu'il y a les directives IED, notamment sur les émissions, notamment qui s'appliquent en élevage de porc et de volailles et qui peuvent impliquer des impacts sur la conception et la réflexion des bâtiments. Peut-être que sur le climat, spécifiquement, vous pouvez aussi poursuivre. Voilà. C'est une vraie problématique que vous prenez en compte, c'est clair. Voilà. Et sur le climat, il y a beaucoup de travaux dans les différentes filières qui sont menés justement à travers des cases d'art ou d'autres projets, Beauvin-lait avec le CNIEL
et dans toutes les filières, en effet, sur l'adaptation des bâtiments au changement climatique. Alors, dernière question avant de passer à la séquence suivante. Nous sommes de plus en plus confrontés à la concurrence des développeurs de bâtiments photovoltaïques. Voilà. Et du coup, le conseil passe un peu à côté. Voilà. Est-ce le cas ailleurs? Voilà. Je pense que voilà, la réponse, elle est assez facile. Voilà. Jean-Pierre me disait hier que c'est une réalité, que ce soit pour le solaire ou pour d'autres acteurs, comme par exemple les intégrateurs de robots, qui peuvent intervenir avec finalement une approche assez rustique, on va dire, assez simpliste. Et Jean-Pierre le dira mieux que moi tout à l'heure, il posera la question. Et finalement, pour lui, il y a toujours une valeur ajoutée du conseil là-dessus. Coupe ta caméra, David, ouais, parce qu'on ne t'entend pas bien. Pardon, excusez-moi. Pardon. Ouais. Et donc, il me disait que finalement, pour lui, la valeur ajoutée, elle est encore plus forte dans le cadre du conseil par rapport à ces apports de plans un peu simplifiés autour du repos pour le soleil. Ok, merci. On n'a pas complètement entendu, mais on va reprendre. Et puis, il reste des questions qu'on reprendra tout à l'heure dans la seconde partie de questions. Donc, Bertrand, oui. pour compléter sur ces aspects-là, hein, je pense que il y a un point important, c'est de mettre en avant qu'un conseiller bâtiment, sa plus-value, c'est véritablement le chef d'orchestre du projet et qu'il a une approche globale. Bien sûr, il y a plusieurs personnes qui sont capables de faire des plans, de proposer des solutions, mais toujours avec un regard qui est voilà, de leur domaine. Donc, que ce soit des concessionnaires de traite, que ce soit des vendeurs de photovoltaïque qui vont s'intéresser au support de leurs panneaux. Par contre, le conseiller bâtiment, c'est vraiment quelqu'un qui peut avoir une approche vraiment globale, qui va être le chef d'orchestre de ce projet, de cette conception, en prenant en compte l'ensemble des domaines. Donc, c'est vraiment ça la plus-value, aussi bien pour les aspects travail, pour le fonctionnement, pour la connaissance des réglementations qui sont appliquées ou potentiellement applicables dans les années à venir. Voilà. Merci Sébastien. Voilà. Et puis il y avait une remarque aussi sur la conception des bâtiments, la structure, mais comment intervenez-vous sur la partie aménagement? Bon, en effet, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la conception, c'est qu'une partie, la coque, c'est qu'une partie qui est plus ou moins importante suivant les filières. Voilà. Mais le gros challenge, c'est bien sûr la fonctionnalité intérieure. Voilà. Alors, on va passer, Frédéric, je te repasse la main du coup. Ouais, très bien, merci. Donc, du coup, on va poursuivre donc, le webinaire avec une série de témoignages où on va présenter donc, le métier de conseiller de bâtiment pour différentes filières d'élevage. Donc, je vais démarrer par la particularité du conseil en porc et en volaille, donc qui sont relativement similaires, hein, où le conseil bâtiment pour ces deux filières d'élevage est assuré donc majoritairement par les groupements de producteurs de porc, voilà, ou de volailles, donc à savoir les coopératives, et ou parfois donc également des privés. Chaque structure, que ce soit les groupements de producteurs ou les privés, ont leur politique donc spécifique de bâtiment. Par ailleurs, il faut savoir qu'il existe aussi, donc, pour traiter le sujet du bâtiment d'élevage pour les filières porc et volaille, tout un ensemble de formations en interne qui sont proposées via les instituts techniques, que ce soit l'IFIP, l'ITAVI, via les chambres d'agriculture et également via des organismes comme par exemple Avipol Formation. Et en cadre de conseils donc parfois très ponctuels sur l'aménagement de parcours ou dans le cadre de réflexion bâtiment dans le cadre de filières circuit court, notamment par exemple des chambres d'agriculture peuvent être sollicités sur des conseils très précis et très ponctuels sur des aménagements bâtiments ou sur des constructions de bâtiments. Donc, je vais laisser la parole donc maintenant à Fabien Bellec, qui est donc conseiller bâtiment en filière porcine au sein de la coopérative Evelop pour nous faire part de son témoignage et de son travail au quotidien. Tu as la parole, Fabien. Tu nous entends, Fabien ? Alors, son micro est activé, visiblement. Oui, alors il va peut-être se déconnecter, se reconnecter, parce qu'il a peut-être eu un petit souci.
Voilà. On joint tout de Vous suite. m'entendez? Non, c'est Oui, bon. on t'entend très bien. Non, c'est bon. C'est bon, Oui, vous on m'entendez? t'entend très bien. Oui, Très bien. on t'entend, Fabien. Oui, Tu peux donc prendre- Fabien Bellec, conseiller bâtiment au Très niveau de bien. la, Oui, on t'entend, Fabien. oui, Tu peux prendre- donc au niveau de la coopérative Evelop. Donc il faut savoir que dans la filière porcine, en fait, le conseil est réalisé majoritairement par les groupements de producteurs de porc. Et donc au niveau de la coopérative Evelop, donc on a un service bâtiment conseillé avec 7 conseillers spécialisés en production porcine. On a un bureau de dessin donc, qui est composé de 3 personnes et on a également un service pour la vente de matériel matériaux pour répondre aux différents besoins des exploitants. Donc maintenant, je vais vous présenter en fait les principales missions de notre métier. Donc la première, c'est d'accompagner en fait les éleveurs sur les projets de restructuration et d'extension des élevages. La deuxième mission, donc nous réalisons des diagnostics ventilation. Donc ça peut être soit pour la mise en service de bâtiments neufs ou alors pour améliorer la ventilation dans les bâtiments existants. Ça peut être soit pour la gestion de la température ou soit pour la gestion des circuits d'air. On réalise également des audits de bâtiments donc, pour améliorer la cohérence du nombre de places par stade suivant les différentes conduites en bande. Ensuite, nous réalisons des évaluations des exploitations. Donc, ça peut être soit par exemple pour accompagner un jeune qui a un projet d'installation, soit pour accompagner un cédant donc, qui va mettre en vente son élevage, ou alors pour des exploitants qui changent de forme statutaire. Ensuite, on réalise également donc, des dossiers de demande de subvention. Donc, ça va du dépôt de la demande de subvention et à la réalisation de la demande de paiement. Et ensuite, donc, on a tout un volet qui est veille réglementaire sur différents domaines tels que la biosécurité, le bien-être animal, la sécurité des personnes, les techniques de construction ainsi que tous les nouveaux types d'aménagements qui peuvent être proposés par les fournisseurs. Donc, je vais revenir maintenant en fait sur la principale mission du conseiller bâtiment qui est d'accompagner les éleveurs donc, sur les projets de restructuration et d'extension. Donc, la première partie, ça va être de définir les plans d'avant-projet. Donc, cette étape, là, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est en transversalité interservice de la coopérative. Donc, on va travailler en partenariat avec la personne qui fait le suivi technique dans l'élevage. Donc, ça va être pour déterminer, par exemple, le nombre de sevrés, les performances au niveau de la croissance des animaux. Tout ça, c'est important pour dimensionner le nombre de places par stade physiologique. Ensuite, il y a le conseiller environnement, parce que suivant le type de projet retenu par l'éleveur, ça va avoir un impact sur la démarche administrative. Ça peut être soit un effectif constant ou alors un projet d'extension. Et là, ça peut être un dossier à enquête publique. Il y a le conseil sanitaire qui est intégré également dans la boucle pour tout ce qui est volet biosécurité. Vous savez bien, avec tout le côté fièvre porcine qu'on entend parler. Donc, c'est un paramètre important pour la biosécurité interne et externe à l'élevage. Et ensuite, il y a le volet économique qui est à prendre en compte pour la faisabilité du projet. Une fois que cette étape 1 est bien calée, donc on réalise des plans détaillés où là c'est vraiment toutes les dimensions où tous les détails techniques en fait sont inscrits sur les plans. On fait des coupes et des vues en perspective. Après, donc il y a le dépôt du permis de construire qui est réalisé par l'architecte. Et une fois que cette étape est réalisée, on reprend la main sur le dossier où on accompagne les exploitants pour la réalisation de l'appel d'offres. Donc l'éleveur choisit les entreprises en fait qu'il veut consulter. Nous, on s'occupe de transmettre les plans aux commerciaux. On échange avec eux s'il y a des questions techniques sur les plans. On accompagne l'exploitant pour étudier les devis vraiment dans le détail. Et une fois que l'éleveur a choisi les entreprises avec qui il veut travailler, donc on va l'accompagner pour la maîtrise de l'ouvrage. Donc l'étape 1, ça va être de réaliser une réunion de chantier. Donc on convoque toutes les entreprises, on reprend le plan donc vraiment dans les moindres détails et on va élaborer en même temps le planning des travaux. Et donc une fois que les travaux démarrent, on fait des visites assez régulières pour confirmer et valider le bon déroulé de la construction. Et la dernière étape, donc ça va être la mise en service du bâtiment. Donc ça va être vraiment le calage de la ventile pour que ça réponde bien aux besoins des animaux.
Donc, en conclusion, pour ma part, je trouve que c'est vraiment un métier qui est très captivant hein, parce qu'on est dans une dynamique projet hein, pour accompagner les exploitants. Et il y a une diversité de projets. Enfin, on n'a jamais un projet qui est identique à un autre et il faut vraiment prendre en compte en fait les spécificités des attentes des éleveurs et de la configuration du site et des règles d'urbanisme, etc. Et qu'il y a beaucoup d'échanges en fait avec les partenaires fournisseurs des bâtiments d'élevage. Voilà. Merci beaucoup, Fabien. Donc, on va poursuivre donc, par un témoignage donc, sur la filière ruminant, donc, par Julien Hamon de la Chambre d'agriculture de région Pays de la Loire. À toi, Julien. Merci. Bonjour, j'imagine que vous m'entendez. Oui, on t'entend. J'imagine que vous m'entendez. Oui, c'est bon. OK. Oui, on t'entend. C'est bon. Je m'excuse. J'ai déjà une très mauvaise connexion là, ce matin, donc on va faire le meilleur. Je vais peut-être me déconnecter ma caméra pour libérer un peu de débit. Voilà. OK. Donc, j'interviens donc pour vous présenter le métier de conseiller bâtiment, alors plutôt sur la partie ruminant. Donc, je me présente, Julien Hamon, je suis concepteur bâtiment depuis 2003. Je travaille actuellement à la Chambre d'agriculture des Pays de Loire dans le bureau d'études bâtiment. Et je vous présente le métier de conseiller bâtiment que je résumerai comme un métier à géométrie variable. Je voulais tout d'abord vous présenter mon environnement de travail. Donc, je travaille au sein de d'un organisme para-agricole, donc la Chambre d'agriculture, qui est composée de 800 salariés. Dans cette organisation existe donc le bureau d'études dans lequel je travaille, le service bâtiment, composé lui-même de 13 conseillers bâtiment, comme moi, mes homologues, mes collègues, 5 dessinateurs et 2 architectes. Ensuite, eh bien, notre environnement de travail, c'est nos porteurs de projets. Et actuellement, dans mon métier, c'est 98% des porteurs de projets sont des exploitants agricoles. Et pour donner un ordre d'idée, il existe en Pays de Loire à peu près 15 000 élevages de ruminants. Voilà. Secondement, je voulais vous présenter aussi les prestations proposées, comme a pu le faire Fabien sur la partie port. En ce qui concerne notre bureau d'études, on va de l'avant-projet à, entre guillemets, la remise des clés. Donc, on commence par une esquisse, on enchaîne sur un avant-projet, un permis de construire, on réalise des plans détaillés. On peut réaliser également une étude comparative de devis, lancer une réunion avant ouverture de chantier, réaliser le suivi de chantier et ensuite gérer les opérations de réception de travaux. Pour vous donner le timing global, eh bien, l'ensemble de ces prestations, si elles sont réalisées en intégralité par le conseiller bâtiment, il faut compter à peu près 2 ans de contrat et de suivi avec l'agriculteur ou le porteur de projet. Nos bâtiments ont nos projets ont une particularité, souvent répétée, 3 phases. Une première phase qui est la réflexion, une seconde phase où donc on parle plutôt de conception, et une troisième phase, la réalisation du projet. La posture du conseiller évolue constamment et c'est important de passer par ces 3 étapes. Alors la réalisation, on la maîtrise plus ou moins bien, mais la réflexion, c'est vrai qu'on est tenté quand on rentre dans nos métiers de passer sur de la conception assez rapidement. Mais si une phase de réflexion n'a pas été poussée auparavant, on risque de conduire le projet à l'échec. Donc, je vous repasse en revue les 3 phases. La réflexion, alors pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 6 mois d'échange avec l'agriculteur. Alors, forcément, en fonction des projets, ces étapes-là sont plus ou moins longues, hein. Ça peut aller d'un mois à des fois plus d'un an. Voilà. Ce qui est important dans cette phase de réflexion, eh bien, c'est une phase d'écoute active. C'est important d'écouter le porteur de projet
pour comprendre, alors en ce qui concerne les élevages ruminants, pour comprendre le fonctionnement de l'exploitation, même si on a tendance à dire que les exploitations se ressemblent, eh bien, quand on va dans le détail, chaque exploitation a un système différent, chaque éleveur a des attentes différentes et chaque exploitation a aussi des besoins différents. Et c'est important d'identifier le besoin, alors à court terme, à moyen terme et puis à plus long terme. C'est important aussi de bien connaître le porteur de projet, puisque la dimension humaine dans notre métier est très importante. Il faut bien, une exploitation, c'est un outil, c'est une entreprise, mais il faut bien mettre en avant le fait que, eh bien, ce soit un homme ou une femme qui pilote l'entreprise. Ensuite, dans cette période de réflexion, on va faire un travail un peu sous-jacent que l'agriculteur ne remarque pas tout de suite ou pas forcément. On va entrer dans des investigations, alors contextuelles, réglementaires, techniques, sociétales, humaines, voilà. Donc on va vérifier des petits détails sur le PLU, on va vérifier les zones humides, on va vérifier des petits détails techniques pour respecter un cahier des charges en agriculture biologique, par exemple. On va aussi vérifier des petits détails de compatibilité avec certains équipements, voilà. Et surtout, là, on est sur une période de rêve, entre guillemets, avec un idéal qui est demandé par l'agriculteur, mais on va définir des axes de priorité. Bien souvent, à l'image d'une maison pour des porteurs de projets plus personnels, eh bien, quand on demande quelle est la maison idéale, eh bien, on va vite rêver d'un château, mais et on va peut-être commencer par la cuisine, la salle à manger et les chambres avant d'envisager de faire de grandes salles de réception, quoi. Donc, on va définir des axes prioritaires. Et je mettais en dernier lieu, surtout, on valide. C'est pas le projet du conseiller bâtiment, c'est bien le projet du porteur de projet. Et on est là pour l'accompagner. Donc, voilà, il faut que tout le monde soit partie prenante à la partie. Voilà. Ensuite, la phase de conception. Eh bien, quand on a toutes les règles du jeu, qu'on maîtrise le contexte et les besoins de l'agriculteur, eh bien, on va pouvoir commencer à travailler sérieusement sur le projet. Donc, voilà, le conseiller interlocuteur, le conseiller va être la personne privilégiée dans les échanges avec l'environnement du projet, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier que souvent l'agriculteur va se dédouaner de certaines choses, hein. Donc il va voir des choses avec la banque, le centre de gestion, etc. Mais c'est pas impossible que le banquier vous rappelle pour préciser certains éléments, le centre de gestion, et on va avoir d'autres contacts avec l'architecte, les instructeurs des institutions, mais et aussi les concessionnaires machines à traire, les artisans, les organismes paragricoles, les laiteries, les COP, etc. On peut des fois avoir des cahiers des charges très spécifiques à des laiteries, donc les laiteries vont échanger avec nous. Et puis d'autres bureaux d'études aussi, des bureaux d'études thermiques, des bureaux d'études fluides, etc. Dans cette phase-là, ce qui est indispensable, c'est d'avoir des compétences zootechniques. Le lien entre nos projets et l'animal, c'est fondamental. On ne construit pas une stabulation sans comprendre le fonctionnement des animaux. Ça, c'est vraiment impératif. Et puis, on va aussi demander des compétences tout corps d'État pour cette phase-là, puisque il va falloir quand même avoir de sérieuses notions et même, je dirais, des compétences sur la construction pour, eh bien, dans une phase de dessin, ne pas dessiner n'importe quoi et dessiner aussi des choses qui sont faisables techniquement. Et dans un esprit parfois économique où il faut trouver des solutions. Et encore, sur cette phase-là, on valide. C'est toujours à l'agriculteur eh bien, de valider ce qui a été fait. Et puis, bah, des fois, si on ne valide pas, eh bien, on repasse le projet dans la moulinette et on refait des ajustements, des va et des viens. Mais
Voilà, c'est pour rendre le projet meilleur et plus précis. Et troisième phase, donc la réalisation, phase qui dure, en général, pour lever un complexe laitier intégral, il faut à peu près 12 mois de construction. Dans cette réalisation, c'est un peu barbare, mais ça s'appelle l'ordonnancement, le pilotage, la coordination. Il faut aussi être maître du temps, hein, respecter un planning, c'est souvent ce qui est évoqué, c'est même les priorités des agriculteurs, bien souvent. Et il faut aussi être un excellent communicant. Quand vous avez des artisans qui vont, qui viennent, il y a des fois des passages, des messages à faire passer. Faut déceler s'il y a des problèmes de tension entre des équipes ou d'autres. Voilà, c'est plein de subtilités, mais si vous êtes mauvais communicant, eh bien c'est pas possible, quoi. Et puis alors cette fois-ci, on va pas valider puisque puisque c'est la validation de notre projet, mais par contre, en tant que conseiller bâtiment, il faut être disponible. Voilà, on peut pas, quand vous avez un coup de téléphone d'un artisan, vous pouvez pas laisser le coup de téléphone filer pendant une semaine et pas donner de réponse. Ça, c'est pas possible. Faut pas répondre dans la minute, mais derrière, il y a des hommes qui sont en attente de couler des bétons, d'avoir une réponse sur des détails techniques et voilà. Là, je voulais vous présenter un cas concret rapide. Il s'agit du GAEC de Kerbleniec en Ille-et-Vilaine pour vous faire voir un petit peu la continuité d'un projet dans une exploitation agricole. Donc au début, en 2009, ce sont des gens qui m'ont appelé pour une création d'un complexe laitier neuf pour 80 vaches laitières. À l'époque, en 2009, le projet global leur avait coûté 450 000 euros. Ce sont des gens qui étaient en milieu de carrière et qui nous ont demandé un accompagnement sur un avant-projet, un permis de construire, une étude comparative de devis, une réunion d'ouverture de chantier et un suivi de chantier. Voilà. J'insiste sur le fait que quand on travaille sur les dossiers, en fait, il faut jamais considérer que c'est la dernière fois qu'on voit les gens. Parce que bon, eh bien, c'est bien bon. Pour le prochain aménagement, eh bien, on verra. Eh bien non, parce qu'en fait, si les éleveurs sont satisfaits de votre prestation, ils sont assez fidèles et sont tentés de vous redemander. Donc, eh bien, faut garder un sérieux dans son travail. Chose qui s'est passée au GAEC de Kerbleniec en 2022, après eh bien, une grosse dizaine d'années de remboursement de prêts sur la première stabulation. Ils ont décidé d'aller plus loin et créer une fosse à lisier et passer en logette. Donc là, c'est 200 000 euros qui a été investi et toujours fidèle à notre travail et notre bureau d'études, ils ont décidé de continuer un accompagnement sur les plans détaillés, réunion avant ouverture de chantier et suivi de chantier. Voilà. Et puis, eh bien, ces éleveurs ont encore projeté d'autres travaux donc en 2024 avec la mise en place d'un robot de traite pour un coût de projet d'environ 250 000 euros. Et fidèle à eux, notre accompagnement a porté sur un avant-projet, des plans détaillés, une réunion de chantier et suivi de chantier. Donc, c'était des gens qui n'avaient pas du tout de compétences sur l'accompagnement du chantier et l'accompagnement des artisans, pas de notion trop de technique constructive. Et voilà, ils ont décidé de mettre l'accent sur cette partie-là pour se libérer du temps et gérer leur entreprise correctement. Voilà, la valorisation économique du conseil, eh bien, en guise de synthèse, ce sont des éleveurs qui ont investi depuis 2009 900 000 euros dans le bâtiment. Et les sommes qu'ils ont pu engager dans le conseil en bâtiment s'élèvent à 20 800 euros. Donc, c'est un investissement qui est quand même rentable en considérant les plus-values qu'on a pu éviter et surtout aussi les erreurs techniques qui auraient pu avoir lieu sur leur projet de construction. Alors en synthèse, voilà ce que je pense du métier de conseiller bâtiment, alors en ruminant ou
plus spécifiquement. Je trouve que c'est un métier à enjeu fort puisque c'est engageant. On engage notre responsabilité sur les plans, sur les projets. On engage notre disponibilité, voilà, parce que quand vous êtes en vacances, les projets continuent de se faire, les artisans continuent de travailler, donc voilà, le projet vit. Et engageant parce que je pense que c'est un métier qui rime aussi avec curiosité. Si on n'est pas curieux, c'est compliqué d'exercer le métier, quoi. Voilà, un métier qui est impactant. C'est impactant dans la vie des exploitations, sur leur stratégie future, sur leur politique économique. C'est impactant au quotidien des éleveurs parce que si vous faites une erreur sur un projet, l'éleveur peut être confronté à cette problématique-là tous les jours dans son travail, dans son quotidien. Impactant dans l'espace et les paysages, puisque les constructions, elles se voient. Vous les voyez, nous les voyons, les agriculteurs les voient, et dans l'environnement, qualité de l'air, qualité de l'eau, etc. Et ça a l'avantage d'être un métier avec une certaine indépendance, puisque nous sommes objectifs, nous devons être objectifs dans le conseil. C'est bien nous qui proposons nos idées, donc vous demandez à 2 conseillers bâtiments de travailler sur un même projet, il est fort probable que les 2 conseillers bâtiments vous sortent des projets différents, avec leur perception des choses. Voilà. Et ça, c'est la richesse de notre métier, c'est ce qui rend notre métier passionnant. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup, Julien. On va poursuivre les témoignages avec l'intervention de Françoise Lumalet de l'IFCE et de Jean-Marc Pilet de la Chambre d'agriculture de région Pays de la Loire pour donc un témoignage présentant leur métier de conseil en bâtiment en filière équine. Je vous laisse la parole. Alors Jean-Marc et Françoise, on ne vous entend pas pour l'instant. Voilà, ça arrive. Parfait, merci. Temps de, c'est tout bon, Vous m'entendez bien? Merci Françoise. Et puis Jean-Marc après, voilà. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, alors moi je ne suis pas conseillère en filière équine, hein, je travaille au sein de l'Institut français du cheval et de l'équitation, mais j'introduis du coup ce sujet un peu spécifique pour la filière et Jean-Marc Pilet de la Chambre d'agriculture expliquera plus le métier de conseiller. La mission de conseil autour des infrastructures équestres, elle est partagée entre des acteurs diversifiés mais peu nombreux. On a une spécificité, il ne faut pas le cacher, hein, par rapport aux autres filières qui viennent d'être présentées, avec des conseillers notamment issus des chambres d'agriculture qui sont inégalement répartis sur le territoire en fonction de la dynamique de la filière, mais pas que. C'est corrélé bien sûr à la Normandie, au Pays de Loire, qui ont une dynamique plus forte et un nombre d'animaux plus important, mais pas toujours. On a également des conseillers spécialisés en Grand Est ou en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, dans certains départements, on a des conseillers généralistes, dont certains peuvent s'occuper de la filière équine, entre autres, avec du coup des différences, hein, il faut là aussi pouvoir le dire, de compétences selon un petit peu le rythme auquel ils ont à traiter ces projets spécifiques équins. En parallèle de ce fonctionnement, donc, qui est donc similaire à celui qui a été présenté sur les autres filières, donc je ne reviens pas sur les avantages, hein, pour moi ils sont essentiels, ces temps passés au conseil, ils sont essentiels dans la réussite d'un projet. On a des équipementiers qui se sont positionnés sur le conseil en intégrant du coup cette valence à leur proposition commerciale, avec évidemment de la vente de matériel et d'infrastructures équestres associées, ce qui pose pour moi très clairement la question de l'indépendance de ce conseil et de sa pertinence. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi moins le cas. Il faut y veiller.
On a une autre spécificité de la filière dans certains départements, des conseils des chevaux, conseils des équidés, donc qui sont inégalement aussi structurés sur le territoire, peuvent parfois délivrer des conseils individualisés. Donc, il faut aller regarder, je dirais, un petit peu en fonction de la localisation du projet, ce que l'on peut retirer de ces échanges. Et puis, on a des bureaux d'études privés avec une valence bâtiment qui vont intégrer ou non des architectes spécialisés en équin, mais aussi des spécialistes en biosécurité, en développement d'entreprise, voire en compta-gestion ou tourisme ou sport, qui peuvent avoir des approches plus spécifiques par rapport à des projets orientés sur un des segments de la filière qui donc vont apporter aussi des compétences essentielles. Enfin, on a un institut technique agricole donc, que je représente aujourd'hui au sein du RMT Bâtisse habituellement aussi, qui assure des missions régaliennes, des missions de recherche et développement et de diffusion de connaissances, mais qui n'assure pas de mission de conseil individuel. Donc, c'est important d'en parler et c'est pour ça que je finis là-dessus avant de passer la main à Jean-Marc sur un cas concret. Merci à vous. Merci Françoise. Jean-Marc, on te laisse la main. Je prends le relais. Donc, alors je ne vois pas le diaporama, mais ça va s'afficher, je suppose. Hop, je vais avancer. Hop. Donc, bonjour à toutes et toutes. Je me présente. Donc, voilà, donc Jean-Marc Pilet. Donc, moi, en fait, je suis responsable du pôle bâtiment donc, à la Chambre d'agriculture de région, donc Pays de la Loire. Et donc, en fait, j'ai gardé une petite branche terrain donc, en tant que conseiller bâtiment spécialisé équin. Donc moi, voilà, je voulais refaire un tout petit focus voilà, sur tout ce qui a été évoqué avant, sur le métier de conseiller, et en lien avec ce qu'avait présenté tout à l'heure Julien, donc plus une partie lait, moi plus une partie voilà, de spécificité, sur la partie équine et sur le métier de conseiller bâtiment, sur la filière équine. Donc première particularité, c'est vrai que c'est qu'on est sur une filière entre guillemets qui n'est pas forcément, alors, de moins en moins on va dire sur la production alimentaire et de plus en plus sur une filière qui valorise de l'élevage et de l'utilisation des chevaux, notamment pour la compétition, que ce soit pour le domaine des courses ou du sport. Autre grosse particularité, c'est ce qu'on appelle le savoir parler cheval, donc soit au travers des activités, donc notamment quand on parle voilà, de débourreurs, d'entraîneurs, d'écuries de propriétaires, d'équithérapeutes et autres, et aussi notamment un savoir parler cheval sur notamment tout ce qui est infrastructure. Donc je pense que notamment voilà, quand on évoque des infrastructures type écurie active, carrière, manège, ronde à brinqueau ou autre, qui ne parlent pas forcément entre guillemets au plus commun des mortels. Donc aussi, autre point particulier, c'est la prise en compte de rentrées financières très aléatoires pour ce métier-là et dans cette filière-là. Voilà, on n'est pas voilà, comme dans des filières lait ou autres, où voilà, on va multiplier un nombre d'animaux, voilà, où une production par un coût, entre guillemets, qui est estimé, et même en prenant une marge, mais voilà, où on sait à peu près où est-ce qu'on s'en va. Sur la filière équine, bien évidemment, les revenus sont bien plus aléatoires. Voilà, si je prends un exemple type de la filière course, c'est vrai que pour savoir si un cheval va être bon et entre guillemets, voilà, s'il va gagner beaucoup d'argent, c'est très, très aléatoire. Et c'est pour ça que j'évoque sur la partie conception des bâtiments équins. Voilà, je pense qu'on peut on peut rentabiliser des bâtiments sous 3-4 ans comme ne jamais les rentabiliser. Ce qui fait que c'est un petit peu plus compliqué dans l'approche conception et de savoir exactement comment on va dimensionner le projet. Autre particularité aussi, c'est le volet réglementaire qui est très méconnu des porteurs de projets, contrairement, je pense, à d'autres filières. Donc voilà, donc j'indique voilà, que les chevaux donc, sont purement, voilà, uniquement au règlement sanitaire départemental, donc ils sont aussi au lien avec la directive nitrate et autres. Donc en fait, ils sont passés, je pense, pendant quelques temps à côté des réglementations environnementales, du fait qu'ils jouissent voilà, d'une bonne image environnementale, mais ça nous a posé aussi souci, voilà, notamment quand on veut les rattacher à des programmes d'aide en lien avec la modernisation ou en lien voilà, avec d'autres choses comme des EPAC. Donc là, j'ai indiqué rattrapage en cours. Et voilà, et fort rattrapage en cours, notamment par rapport à ces choses-là, même, voilà, même si tout est loin d'être négatif, et si on avance, entre guillemets, à la vitesse grand V sur ces aspects-là. Et aussi, autre particularité, donc sur l'aspect permis, parce qu'on peut penser, voilà, j'ai un élevage de chevaux, donc voilà, ou une pension de chevaux, je peux automatiquement faire un bâtiment. Donc la notion d'activité incombe beaucoup en filière équine sur la possibilité de construire, et dans certains cas, même si on a des chevaux, on n'a pas forcément la possibilité systématique de pouvoir construire, même si, entre guillemets, on est bien exploitant agricole. Et dernier petit point, aussi un enjeu très fort sur le logement d'équidés, donc à haute, voire très haute valeur financière, puisqu'on peut gérer du logement d'animaux qui peuvent valoir très très cher. Et donc voilà, et donc l'idéal, c'est que le logement soit totalement approprié
par rapport à ces animaux voilà, qui peuvent représenter de hautes valeurs financières. Donc aussi la richesse, alors richesse au travers donc, du côté humain. Alors c'est vrai que souvent on parle au niveau de la filière d'un milieu fermé où le bouche à oreille est très présent. Alors c'est vrai que ce bouche à oreille, il se communique beaucoup, notamment au travers des manifestations équines, des concours, des courses de chevaux et autres. Et bien évidemment, voilà, il peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Mais l'avantage, voilà, c'est qu'une fois qu'on a fait un projet en filière équine, à partir du moment où tout s'est bien passé, voilà, ça peut vite rebondir sur d'autres projets. Aspect côté technique aussi. Donc, sans doute plus que dans d'autres filières, un besoin de solutions techniques novatrices. Donc, l'idée, voilà, c'est aussi de prendre ce qui s'est fait dans d'autres filières pour aussi, entre guillemets, accélérer les choses au niveau de la filière équine, ce qui est le cas. Voilà, je pense à des choses, voilà, notamment sur les aspects ventilation, sur les aspects mécanisation, sur des aspects automatisation, voilà, qui sont connus. Si je prends l'exemple, voilà, des DAC, des dalles et autres qui sont bien connus dans d'autres filières, sont moins connus de la filière équine, mais commencent à se développer fortement. J'évoque aussi donc un côté un peu unique, donc ce qu'a évoqué tout à l'heure Françoise, donc au travers du fait qu'il y a peu de conseillers spécialisés dans cette filière-là, et on fait aussi face, entre guillemets, à des porteurs de projets, donc particularité aussi, qui sont peu habitués à la construction. Et donc là, il y a un vrai besoin, alors même s'il est présent, on l'a bien vu au préalable, sur l'ensemble des filières, mais j'ai l'impression qu'il y a encore plus sur la filière équine, où il y a vraiment besoin que cette filière-là soit épaulée sur cet aspect conseil et sur ce besoin de conseiller bâtiment. Et dernier point, voilà, me concernant, mais je pense que ça concerne un peu tous les conseillers bâtiments, c'est le côté fierté. Voilà, c'est d'aboutir à un projet spécifique, donc qui va t'adapter à la structure, qui va faciliter le travail au quotidien des porteurs de projets et qui va, entre guillemets, conduire à des chevaux qui sont bien hébergés, des notions de bien-être et l'intérêt qu'on peut trouver derrière. Voilà, parce que comme je l'ai évoqué au préalable de mon intervention, c'est qu'on ait des chevaux plus des chevaux de compétition et c'est de suivre les résultats. Même si le facteur logement est un des éléments, mais voilà, il faut surtout que le facteur logement, entre guillemets, ne soit pas un facteur négatif au résultat des chevaux, quoi. Parce qu'après, il va être bien évidemment pas le seul facteur qui va conduire à avoir des chevaux, entre guillemets, qui vont réussir en compétition. C'est bien plus compliqué que cela. Et juste pour étouffer mes propos, c'est juste pour vous donner un exemple de cas concret et d'illustrer. Donc là, vous avez un exemple de cas concret sur une écurie de trotteurs. Donc là, vous voyez sans doute, mais de façon un petit peu restreinte, les plans détaillés et les résultats, voilà, sur des plans qui sont travaillés notamment en 3D. Et par rapport à ce que j'évoquais, voilà, c'est là où on va se retrouver voilà, sur des projets. Donc là, ça fait partie bien évidemment des gros projets. Sur un complexe équin où on a intégré à ce niveau-là, donc c'était au milieu d'une parcelle où il n'y avait rien du tout, des box en intégrant de l'alimentation avec foin et en version collective, donc ce qui est un petit peu particulier, du curage mécanisé, de la ventilation modulable, un peu comme dans les filières bovines, de la balnéothérapie, des locaux techniques, du bureau, du logement, un marcheur, un rond d'un bras court avec la spécificité que je vous ai dit sur les termes techniques en filière équine tout à l'heure, des abris de champ et autres. Donc ça, c'est pour montrer voilà, à quoi on est confronté au quotidien voilà, sur des projets, alors, dans ce cas-là, de grande envergure, mais je pense que tous les projets, entre guillemets, voilà, représentent, entre guillemets, des éléments hyper intéressants d'un point de vue conception. Et on voit, entre guillemets, au travers de ce schéma-là, et sur la dernière diapo que je vais vous présenter, sur, entre guillemets, la dimension du projet. Et voilà, et la petite illustration que j'ai mis, voilà, c'est la fierté, entre guillemets, quand on retourne sur ces projets-là pour voir les conclusions et faire face, entre guillemets, et en espérant à chaque fois qu'on fait face à un porteur de projet qui est ravi, entre guillemets, de la conception qui a été faite et en commun, bien évidemment, avec eux, puisque quand on fait ces projets-là, on n'est pas seul au monde et on est, entre guillemets, en lien étroit avec le porteur de projet et d'autres organismes qui transitent au travers de ces projets-là. Je pense notamment voilà, aux artisans qui font, entre guillemets, qui réalisent la construction, quoi. Voilà sur la partie équine. Merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup Françoise. Et je propose que l'on poursuive du coup sur un temps de questions-réponses, donc animé par Bertrand Fagot. Je te relaisse la main, Bertrand. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend. Une demande pour David de la part de Jean-Charles, donc ça sent la transmission. Y a-t-il un bilan sur les outils informatiques utilisés actuellement en fait, pour le dessin des projets? Donc, voilà, donc ça, une demande personnelle. Voilà. Alors, je passe. Ok, donc par rapport à l'aspect photovoltaïque, un commentaire de Jacques. Donc il y a un réseau en effet qui a été mis en place au sein du CRB pour inclure notamment les installateurs, voilà, et prendre en compte cette problématique. Ouais.
Voilà, donc il y a une… alors là, c'est peut-être pour Jean-Marc, hein, et puis et Julien, et, voilà, et Fabien. Voilà, on n'a pas parlé jusque-là des notions plus administratives comme demande d'enregistrement, enquête publique, hein, mais qui viennent vraiment dans le processus. Et puis aussi une question sur l'incidence en fait de la loi zéro artificialisation nette, hein, la ZAN, à l'horizon 2050. Bon, sachant qu'on a eu un webinaire, hein, on a abordé le sujet, vous pouvez trouver dans le replay, donc c'est l'avant-dernier webinaire sur le site du RMT. Donc je ne sais pas, Jean-Marc ou Julien, par rapport à… Et Fabien, celui qui veut évoquer un peu les impacts en fait de ces démarches et puis de ces nouvelles réglementations en fait sur votre travail de concepteur. Voilà. Peu importe qui parle. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Peut-être Jean-Marc. Vas-y. Ouais. Vas-y, Jean-Marc. Juste Bertrand, dans ce que tu évoques, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions quand même. Oui. Donc, on va prendre dans l'ordre pour y répondre, je t'en prie. Précisément possible. Alors oui, quid d'une éventuelle étape enquête publique, voilà, dans votre organisation, dans votre équipe. Voilà, on sait que c'est quand même des démarches assez prégnantes. Ouais, voilà, comment c'est géré chez vous? Alors en fait, sur la partie donc service bâtiment, donc Chambre Pays de la Loire. Donc en fait, quand il y a enquête publique, donc on a dans ce qu'a présenté Julien tout à l'heure, il a présenté donc le pôle bâtiment. En parallèle, donc on a un pôle installation classée, plan d'épandage, et notamment avec qui on travaille bien évidemment en étroite collaboration, puisque la partie installation classée est en totale nécessité, voilà, pour obtenir notamment le Sésame, qui est le permis de construire. Donc après, en fait, c'est le pôle installation classée qui prend le relais, donc bien évidemment en amont, et qui va gérer tout le dossier, voilà, que ce soit un dossier d'enregistrement ou d'autorisation au préalable, quoi. Donc il y a un travail étroit entre les deux pôles, bien évidemment, et un travail étroit en amont, puisque c'est bien évidemment un élément qui va être essentiel quand on va déposer le permis de construire, quoi. Voilà. Alors, du coup, autre question, donc sur la ZAN, loi zéro artificialisation nette, hein, est-ce qu'elle a déjà un impact dans vos travaux, enfin, dans votre fonctionnement? Alors, je vais essayer de répondre aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'impact. Oui. On s'y prépare bien évidemment fortement. On a un lien aussi pour ceux qui connaissent un petit peu, en lien avec ce qu'on appelle une commission qui s'appelle la CDPNAF, voilà, où bien évidemment la partie agricole est aussi très regardée, voilà, sur l'utilisation du foncier agricole. Donc, on fait, voilà, tous les projets en fait en général, voilà, une cohérence, notamment pour ce que veut réaliser l'agriculteur, mais c'est en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, où il y avait des questions qui se posaient au travers des projets photovoltaïques, s'il y avait vraiment une nécessité agricole, qui aujourd'hui, on doit démontrer quasiment dans chaque projet agricole. Et bien évidemment, nous, on s'efforce aussi, voilà, de limiter l'emprise au sol, ne serait-ce que pour des coûts, quoi. Mais la prise en compte de la ZAN, voilà, on s'y prépare un peu plus fortement, puisque là, on sera vraiment sur un aspect réglementaire et non plus, entre guillemets, conseil, quoi. Merci Jean-Marc. Une question pour Fabien. Quel lien avec l'architecte, justement, dans le cadre de tes projets au niveau de la coopérative? Donc l'architecte, hein, c'est un cabinet à part avec qui on a l'habitude de travailler. Donc nous, on fait les plans d'avant-projet. Après, on transmet à l'architecte qui dépose maintenant aux communautés de communes. Et la majorité des communautés de communes, maintenant, en fait, ils sont équipés avec une plateforme et le dépôt des permis se fait en format dématérialisé, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment l'architecte qui fait l'interface entre les communautés de communes, et puis après, bah, si jamais il y a des demandes de compléments, on échange avec l'architecte pour répondre aux différentes questions, quoi. Voilà. Et pour le pendant de la réponse de Jean-Marc sur les enquêtes publiques. Alors là, sur la partie enquête publique, nous, on a un service environnement, donc au sein de… Ah. Oui, ça a coupé, là, j'ai des problèmes de connexion. Vas-y. Au sein de la coopérative, on a un service environnement qui s'occupe de la réalisation des dossiers, quoi. Aussi bien enquête publique que des dossiers qu'on appelle type simplifié à 5 mois d'instruction, quoi. Ok, merci Fabien. Donc, il y a de l'écho. Si vous pouvez couper vos micros, ouais. Donc, dans les Pays de la Loire, les deux archis sont-ils sous convention? Donc, je pense que Jean-Marc, tu as répondu, hein.
donc la chambre adossée à la SICA. Voilà, tu peux peut-être préciser. Oui, donc en fait, sur la partie Pays de la Loire, donc en fait, on a une SICA en parallèle voilà, du service bâtiment de la Chambre. Où on a voilà, deux architectes salariés de cette SICA-là. Et voilà, donc il y a une étroite collaboration entre cette SICA-là et les services de la Chambre. Voilà, où après, donc, ils visent nos permis de construire, voilà, donc, où ça ne représente pas forcément voilà, qu'une signature, mais bien évidemment un accompagnement voilà, du projet, à la fois sur les aspects réglementaires et sur les aspects architecturaux. D'accord, merci. Toujours la même suite, donc à la fois Jean-Marc et Fabien. Au sein de votre organisation, de vos organisations, du coup, qui suit le chantier, participe aux réunions et gère la réception? Est-ce que c'est toujours le même conseiller? Est-ce que c'est les conseillers? Est-ce que c'est l'architecte aussi? Voilà, comment vous organisez pour le suivi de chantier? Jean-Marc, tu peux démarrer, Fabien, compléter. Ouais, alors moi je vais démarrer et je vais laisser éventuellement, s'il est toujours là, éventuellement Julien compléter. Donc nous, en fait, voilà, on distingue bien voilà, les projets SICA qui sont suivis par nos architectes et les projets bâtiments qui sont suivis par les conseillers. Et donc à partir du moment où un conseiller voilà, fait un permis de construire et a le suivi de chantier, c'est le conseiller qui suit le chantier de A à Z. On appuie bien évidemment s'il y a des questions voilà, ou interrogations avec les architectes, mais c'est le conseiller bâtiment qui s'en va jusqu'au bout de la prestation du suivi de chantier. Quoi. Et Fabien, oui, donc c'est idem pour nous. Hein. Donc nous, on est 7 conseillers bâtiment enveloppe, chacun a ses dossiers et on suit de A à Z. Quoi. Des fois, l'architecte peut intervenir sur le site, ça va être au moment de l'instruction du permis, quand ça peut passer comme ça a été évoqué tout à l'heure dans des commissions CDPNAF ou autres, quand il peut y avoir des sites placés à proximité, par exemple. Merci. Quel est l'ordre de grandeur du coup du processus de conseil? Je pense que ça a été précisé sur la fin de l'intervention de Julien, puis je pense que certains ont rebondi dessus. De ton côté, Fabien, comment vous financez le conseil? Et puis si tu veux après compléter, Jean-Marc. Donc Fabien d'abord peut-être. Voilà, comment vous financez un peu ce conseil? Alors nous, après le conseil au sein de la coopérative, ça va être différent parce que donc les éleveurs ils sont adhérents à la structure Evelop, donc ils payent des cotisations et après du coup ils ont accès à tous les services de la coopérative. Donc un éleveur adhérent Evelop qui a un projet, il va payer uniquement la partie dépôt du permis de construire, quoi. Tout ce qui est avant-projet, appel d'offres et suite de travaux, il n'y aura pas de facturation sur cette partie-là. Oui. Et sur la partie chambre, alors même si voilà, nous on est intégré au niveau de la chambre, donc on est bien voilà, un bureau d'études à part entière voilà, au niveau de la chambre. L'idée, donc, c'est d'équilibrer, voilà, bien évidemment, le coût des prestations. Et donc, aujourd'hui, nous, c'est vraiment au temps passé. C'est-à-dire que, donc, c'est pas des pourcentages. Voilà, on a des grilles, entre guillemets, indicatifs. Mais aujourd'hui, voilà, c'est par rapport à la prestation qu'on va réaliser. C'est d'estimer le temps et de la facturer, voilà, en totale adéquation avec le temps qu'on va passer, quoi. Bertrand, y avait-il d'autres questions? Oui, alors oui, en termes de prorata de maîtrise d'œuvre, voilà, est-ce que ça concerne combien en pourcentage de projets à la fois et Jean-Marc? Je vais prendre la parole. Donc, en fait, aujourd'hui, nous, au niveau Pays de la Loire, on dépose à peu près pas loin de 400 permis de construire. Et si on prend la part, je vais raisonner suivi de chantier, parce qu'après, c'est des prestations à tiroir et on a évoqué beaucoup de prestations au travers du bâtiment. Si je prends la part vraiment suivi de chantier complet, on doit être, je vais dire, entre 5 à 5-6 chantiers voilà, suivis de façon complète au niveau région. Donc, ce n'est pas forcément énorme, mais c'est voilà, des gros chantiers. Et aussi, nous, la particularité, c'est que quand on fait ça, on ne fait pas autre chose. Donc, le but, voilà, ce n'est pas non plus voilà, que tout le monde fasse du suivi de chantier. Ou alors, il faudra bien évidemment qu'on recrute. Et on l'a évoqué, c'est quand même un domaine très spécifique, le suivi de chantier.
Voilà, et ça a été évoqué au tout début du diaporama par David, et c'est pas forcément, voilà, tout le monde, tous les conseillers bâtiments ne peuvent pas faire du suivi de chantier, quoi. Je complète juste les propos de Jean-Marc pour dire, pour donner un exemple, mais très clairement, un conseiller bâtiment, si suivre un chantier complet, il va pouvoir en suivre en simultané entre 2 et 3 maxi par an, quoi. Donc, à un moment, les ratios sont vite recalculés, quoi. Voilà. Fabien, de ton côté? Oui, bah nous, après, nous, tous les dossiers qui passent en réalisation, on les suit. C'est variable, mais nous, ça peut être 10, 15, 20 projets suivant les ans. Et nous, en fait, il y a des projets de bâtiments neufs, mais il y a aussi toute la rénovation en parallèle, quoi. Des gens qui veulent changer l'aménagement. Donc après, il peut y avoir tout ce qui est partie de maçonnerie intérieure, poteau-poutre, caillebotis, isolation et alimentation, quoi. Donc ça fait une diversité de chantiers assez importante. Et comme quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, donc on doit s'adapter au quotidien par rapport à ces demandes-là, quoi. Voilà, il y avait des remarques aussi sur le coût de l'accompagnement. Bon, par rapport au ratio, certains ont fait des calculs sur la diapo de Julien, voilà, contre peut-être dans les autres secteurs des montants plus importants. Voilà, est-ce qu'il y a des spécificités peut-être différentes, peut-être du coup des ingénieurs structures et fluides dans les autres corps de métier, enfin dans la construction plus urbaine peut-être, qui explique ce coût, cette différence de coût. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des notions par rapport à cette différence de coût et comment elle s'explique? Voilà, on est moins cher en agricole. Moi, je peux intervenir Vas-y, Julien. juste pour repréciser en fait que tout ça est lié à un historique. Depuis 20 ans, il y a une professionnalisation en fait du métier de conseiller bâtiment. Les bâtiments sont de plus en plus complexes et donc il y a une certaine montée en puissance des compétences. Donc voilà, on est parti d'un historique où les choses s'arrêtaient exclusivement à un plan de permis de construire, une autorisation administrative. Aujourd'hui, on est sur des plans beaucoup plus complexes. Et il y a une certaine, j'ai envie de dire, il y a une certaine mémoire des clients aussi qui, du coup, en tête un prix de permis de construire il y a quelques années en début de carrière. Donc voilà, on tend vers une augmentation des tarifs très claire, liée à la précision des prestations, mais voilà, ça ne se fait pas brutalement, ça se fait dans le temps. Et puis, comme tout produit, il y a une dimension concurrentielle. Voilà, on n'est pas tous sur les mêmes bases de financement. Vous voyez, en élevage ou en volaille ou en porc, il y a des méthodes un peu différentes. Donc, voilà, il faut que chacun trouve sa place et voilà, le marché va peu à peu s'affiner, quoi. Voilà. Voilà. Une question aussi, qui dit conseil dit forcément assurance. Est-ce que vous avez une idée un peu, comme ça, rapidement, mais du coût de l'assurance pour assurer la MO jusqu'au suivi de chantier? Alors Jean-Marc et Fabien, je ne sais pas si c'est peut-être délicat comme ça d'avoir un chiffre en tête. C'est vrai que c'est compliqué puisque moi, voilà, tout passe par la SICA Pays de la Loire. Moi, je connais bien la refacturation qui est faite au niveau du service. Après, pour le voir sur un suivi de chantier propre, moi, je n'ai pas forcément l'élément puisque nous, comme on travaille avec la SICA, après, c'est une refacturation de la SICA au niveau de la Chambre d'agriculture par rapport à l'ensemble des prestations. Voilà, et donc il y a de la maîtrise d'œuvre parce que le permis fait partie de la maîtrise d'œuvre, mais ça complète, entre guillemets, l'ensemble de nos permis de construire, quoi. Et aujourd'hui, voilà, juste pour info et pour avoir un chiffre, aujourd'hui, ça représente 60 000 euros, entre guillemets, par rapport à l'activité qu'on a au niveau des conseillers bâtiments et du pôle bâtiment, quoi. Et donc, ça ne répond pas tout à fait à la question par rapport à un seul suivi de chantier, quoi, parce que je pense que c'était la question, quoi. Oui.
Et Fabien, je ne sais pas si de ton côté, tu as un peu d'indication sur ce terme-là ou complexe de mobiliser comme ça. Ouais. Moi, c'est pareil, je ne vais pas avoir l'information. Après, nous, c'est une assurance générale au niveau de la coopérative, quoi. Donc, c'est pas au niveau de chaque projet, quoi. C'est géré en commun pour l'ensemble des dossiers, quoi. Ok, merci. Donc, une réflexion apparaît plus générale hein, que dans certaines productions ou projets, hein, équins ou productions hors sol, et puis même peut-être dans d'autres productions aujourd'hui. Hein, il y a une notion de préfabricateur ou d'équipementier, peut-être si je complète, hein, qui ne voit pas toujours de bon œil l'intervention du conseiller bâtiment. Et donc, la légitimité de celui-ci doit être affirmée par les porteurs des filières. Voilà. Bon, je pense que ça, c'est peut-être aussi un mot de conclusion à retenir pour David. Voilà. De la part de Jean-Charles qui a l'expérience de l'accompagnement. Alors, autre question. Quid, alors peut-être pour Françoise, un quid ou Jean-Marc, quid de la prise en compte des besoins sociaux des chevaux lors des projets de bâtiment? Alors, je ne sais pas si Jean-Marc veut prendre la parole là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, alors elle n'est jamais assez rapide, cette prise en compte, mais il y a quand même vraiment du mouvement, ça transparaît sur le terrain et on ne construit plus, on ne conçoit plus totalement les bâtiments comme on pouvait le faire. En tout cas, une partie des bâtiments qui voient le jour aujourd'hui dans la filière équine sont vraiment totalement, je dirais, en phase avec les besoins rappelés par les études scientifiques hein, des équidés. Il reste bien évidemment des modèles traditionnels qui continuent d'être bâtis avec du coup je dirais des limites hein, très fortes et peut-être des interrogations quant à la pérennité et à l'intérêt aujourd'hui pour des entreprises d'aller vers ces bâtiments standards qui ne correspondent plus forcément ni aux attentes des clients, des cavaliers ou des propriétaires qui vont mettre leurs chevaux, ni même aux attentes des salariés, ce qui va générer derrière des problèmes de recrutement, même sur des structures neuves, si elles n'ont pas intégré cette question du bien-être animal pleinement. Autre question pour la filière équine. À quoi ressemble une aire collective pour le foin? Alors, c'est moi qui ai dû évoquer ça tout à l'heure. En fait, la partie aire collective, alors, je ne sais pas si on peut retourner sur le diapo, peut-être pas, mais en fait, c'est des râteliers communs, on va dire, pour plusieurs chevaux au niveau d'un box. C'est-à-dire que vous voyez sur la photo quasiment centrale, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a 4 box. Vous ne voyez pas forcément les 3 autres, mais vous voyez le premier. Et au milieu, en fait, il y a un râtelier central, voilà, donc qui favorise bien évidemment la proximité des congénères et le fait voilà, de ne pas être entre guillemets en total isolement dans la box avec son foin. Donc c'est ça que moi j'évoquais la partie collective. Après il y a d'autres solutions voilà sur la partie collective, alors qui est bien évidemment en lien avec le bien-être des chevaux et le partage avec les congénères et aussi le côté bien évidemment travail, parce que sur la photo qui est illustrée aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire que tout est mécanisé et c'est amené voilà, avec un télescope ou un tracteur et on pose directement le rombalaire au milieu des 4 box, quoi. Merci Jean-Marc. Alors, les niveaux d'investissement en équins sont élevés avec des niveaux forcément d'annuité importants. Quel pourcentage d'apport personnel est-il pratiqué en général pour que les banques suivent ces investissements? Voilà, donc là, on est sur l'aspect financier. Est-ce que vous avez une idée un peu des apports demandés personnels pour que les projets passent? J'imagine que c'est très différent d'un projet à l'autre. Oui, il y a une grande variabilité. C'est difficile de répondre. Alors, du coup, voilà, donc c'est du cas par cas. Oui, voilà, c'est une réponse. Il n'y a pas de réponse toute faite par rapport à ça. C'est vrai que c'est… Non. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Je dirais, ce qui est important pour les banques, je pense, Jean-Marc, tu es d'accord avec moi, c'est la solidité finalement du prévisionnel. Et donc, en parallèle du travail de réflexion sur la conception de la structure, il y a bien évidemment en face hein, le prévisionnel pour être réaliste. Et ça, on sait bien que dans cette filière en particulier, où tu l'as souligné déjà, les rentrées d'argent peuvent être irrégulières,
Vous pouvez vendre un cheval un jour avec une excellente rentrée d'argent et puis peut-être l'année d'après ne pas avoir cette rentrée. C'est beaucoup moins stable peut-être que ce qu'il peut y avoir dans les autres productions animales. Donc, c'est un peu la crédibilité du prévisionnel qui va aussi rassurer ou pas le banquier. Et donc, s'entourer à ce niveau-là aussi, en parallèle de cette question de conception, est essentiel. Et je vais rajouter 2 éléments par rapport à ce que dit Françoise. Je pense qu'aussi, voilà, il y a un effet aussi génération. Voilà, on est sans doute plus prudent avec des jeunes porteurs de projets, voilà, que des porteurs de projets qui sont plus assis et qui maîtrisent à peu près leur activité et une partie des revenus. Et l'autre point aussi, je pense, qui est essentiel, ça a dû être évoqué, je pense, au travers de la présentation, mais c'est aussi d'avoir des projets qui sont évolutifs. C'est-à-dire que dans la conception, souvent, qu'on fait des projets, mais ce n'est pas valable qu'en est qu'un, c'est d'avoir un projet dans sa globalité et, voilà, et déjà prévoir des évolutions à plus ou moins long terme, et pas forcément de les réaliser toutes voilà, dès le départ, mais de les étudier notamment dès le début, voilà, pour que derrière, ça ne constitue pas des contraintes, quoi. Merci. Une question plus générale, peut-être encore pour Jean-Marc. Les conseillers ont-ils une habilitation à la maîtrise d'œuvre? Voilà, on a bien compris le lien avec la SICA et les architectes. Oui, donc ce n'est pas une habilitation en tant que telle, quoi. Oui, voilà. Du coup, une réflexion, il s'agit donc d'un marché du conseil. Donc, on a bien vu, enfin, je comprends pas forcément bien la question, mais peut-être que c'est aussi le fait que le conseil doit forcément se rentabiliser à un moment ou à un autre, hein, avec des modèles différents suivant les entreprises. Peut-être que ça peut être une réponse. Voilà, donc on a éclusé les questions. Donc, je pense que je n'ai pas oublié. Je vous remercie en tout cas voilà, des échanges. Donc, on peut passer à la suite. Merci. Alors, une dernière remarque, merci. Donc, voilà, donc voilà. Merci pour ce temps de questions-réponses. Et donc, on va conclure ce webinaire, du coup, par le mot de conclusion de David Pereira et de Jean-Pierre Clément. Merci. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je comprends, David, c'est parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Pour te répondre, Jean-Charles, à ma connaissance, il n'y a pas de bilan sur les outils informatiques qui soit vraiment très construit, mais il faut qu'on le construise ensemble et qu'on revoie ensemble la question, si tu veux qu'on y travaille. Je commence, ce qui est inhabituel, c'est le salarié qui commence, mais ce sera le professionnel qui conclura. Simplement pour vous redire finalement ce que vous avez entendu là, le métier est impactant pour les éleveurs. Il est impactant, il a toujours été impactant, c'est ce qu'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, hein, un bâtiment par carrière. Il est impactant, il le sera encore plus demain, vu la complexité de l'élevage et du bâtiment qu'on met en œuvre. Et donc, il est aussi valorisant pour les structures qui le mettent en œuvre. Bien sûr, il peut y avoir des angoisses, mais finalement, ça apporte une image et un marché très important de pouvoir travailler dans ce secteur-là. Je pense que ça a été bien compris par tous. C'est un métier passionnant pour ceux qui le font. On n'a entendu que des gens passionnés. Il est riche, il est complexe, mais on l'a entendu aussi, c'est parce qu'il apporte une vraie valeur ajoutée. Et donc, c'est un conseil qui doit faire face à des défis qui ont été relevés, mais qui sont maintenant des nouveaux défis. D'abord, celui du renouvellement des générations de conseillers, petit à petit, du maintien des compétences, en sachant que les compétences ne vont que aller vers le haut, comme le disait tout à l'heure Julien. Le maintien de l'offre aussi, qui se diversifie dans nos structures. La rentabilité, on en a parlé. Et puis de la place, notamment vis-à-vis des acteurs comme les architectes de ce conseil. Et puis enfin, il y a les sujets qui sont toujours là, c'est-à-dire la nouveauté, le changement. Mais la particularité que nous avons dans ce secteur-là, c'est que nous disposons d'une force très importante qui est liée aux femmes et aux hommes qui font ce conseil et les réseaux qui sont en place aujourd'hui, tous les gens que vous avez eu autour de ce webinaire, qui sont là et qui sont bien là pour construire tout ça. Et notamment, bien sûr, le réseau Baptiste pour le faire. Voilà pour moi. Jean-Pierre. Oui, très bien. Donc, je vais faire la conclusion, si j'ai bien compris. Donc, je n'ai pas assisté à tous vos webinaires, mais quand même une bonne partie, plus que je ne pensais. Donc, j'ai été pas surpris, mais agréablement par le talent des conseillers bâtiments, y compris dans la filière équine que je ne connais pas du tout. Et moi, ce qui ressort donc de votre webinaire, c'est, comme je disais en conclusion, en introduction, pardon,
c'est que lorsqu'un agriculteur ou un éleveur donc a un projet bâtiment, aujourd'hui, donc c'était dit par Julien hein, des Champs de Pays de Loire, c'est un engagement comme financier assez fort. On n'a pas le droit à l'erreur et il faut que l'éleveur il s'entoure de gens compétents. Donc là, il n'y a pas de doute, la compétence, on l'a vu aujourd'hui au travers du webinaire. Moi, je le savais déjà d'avance, mais ça confirme. Et justement, je vous remercie une fois de plus les conseillers bâtiments pour toute votre motivation et votre professionnalisme pour justement conseiller les éleveurs, de bien les conseiller et surtout de faire un conseil personnalisé. Ça, c'est important. Et je pense qu'il n'y a pas un bâtiment type. En fait, c'est l'éleveur qui, de par ses choix, de par ses envies, c'est lui qui dessine son bâtiment et après le conseiller bâtiment qui l'entoure lui dit ce qui est réalisable et ce qui n'est pas réalisable. Et surtout de faire un bâtiment qui soit fonctionnel et qui soit évolutif dans le temps. Ça a été dit tout à l'heure par David, notamment la conclusion, c'est lorsqu'on fait un bâtiment, il faut prévoir qu'il soit évolutif. Il ne faut pas se brider. Surtout quand on démarre, quand on est jeune agriculteur, on a une carrière devant nous, il faut systématiquement se dire, si aujourd'hui, je reste dans le domaine bovin, hein, si aujourd'hui on a 80 vaches, dans 20 ans, on peut très bien arriver à 160, personne ne le sait. Enfin, moi, ça a été mon cas toujours. Donc voilà, donc il faut faire un bâtiment évolutif. Et pour cela, il faut que le service bâtiment, alors en l'occurrence de la chambre, puisque moi je suis élu chambre, certains pourront me dire oui, mais en Bretagne, il n'y a plus de service bâtiment. Alors, attacher la chambre, je l'entends, c'est vrai. Je ne vais pas rentrer dans les discussions. Il y a des raisons bien précises qui ont fait que le service bâtiment à la Chambre régionale de Bretagne a été, entre guillemets, fermé. Mon souhait, bien entendu, c'est de le réouvrir, voilà, de le faire renaître. Alors certes, sans doute pas tout seul, mais j'ai eu quand même des discussions avec Julien, notamment encore au SPAS et dans notre voyage en Irlande, et il y a des passerelles possibles avec Champs de Pays de Loire, et j'en suis très ravi. Donc je pense qu'on va s'y atteler pour y arriver. Voilà. Et le service bâtiment doit aussi, bien sûr, être en équilibre financier. Et là, ça, je fais un lien direct avec ce qui nous est arrivé en Bretagne, mais c'est avant tout un équilibre financier. Ça veut dire quoi dans ce que je vous dis là? Ça veut dire qu'il faut que l'éleveur accepte de payer un conseil bâtiment à sa juste valeur. Tout à l'heure, Julien a cité un exemple, hein, donc sur un projet donc, en Ille-et-Vilaine, donc sur un projet de 900 000 €, si j'ai bien noté, il y a 20 000 € qui ont été, dont 20 000 € au conseil bâtiment. Donc dans ce conseil bâtiment, il y a eu réunion de chantier et suivi de chantier. Donc c'est vraiment un package complet, mais je pense que c'est deux éléments indispensables pour que justement l'éleveur, il n'y ait pas d'erreur de fait. Nous, les éleveurs, on n'est pas des professionnels du bâtiment. On n'est pas des professionnels de la conception du bâtiment, sauf que c'est nous qui allons utiliser le bâtiment tous les jours. Donc, je me répète, il ne faut pas qu'on se loupe. Et c'est pour ça que là intervient le conseil bâtiment. Mais ce conseil, cette réunion, ce suivi, c'est un coût. Donc là, je calculais, donc ça représente à peu près 2,2% du montant d'investissement. Pour moi, ce n'est pas une somme qui m'effraie, pas du tout. Pas du tout. Par contre, c'est vrai que dans mes collègues, on a été habitué par le passé à ne pas payer, entre guillemets, cher le conseil bâtiment. Et ça a été une erreur. Ça a été une erreur. Et je ne veux pas attaquer les coopératives, hein, je reste très, très poli. Mais souvent, dans le système concurrentiel qui est autour de nous, eh bien, le service bâtiment était un petit peu peau de chagrin. Et puis, les commerciaux se refaisaient la cerise, entre guillemets, sur les tubulaires qui vendaient et autres. Bon, voilà. Moi, je pense qu'un un service bâtiment, il doit être en équilibre financier. C'est important. Donc, les éleveurs doivent intégrer que le travail des conseillers, c'est un coût. Il faut accepter de bien le rémunérer. Autrement, nous, les professionnels, ben, on n'aura plus de conseil bâtiment ou ce sera fait par des constructeurs avec des plans types qui ne vont pas forcément répondre à toute la préoccupation des éleveurs. Voilà le message que je voulais vous faire passer et vous remercier une fois de plus de votre motivation, mais ça je le savais déjà d'avance, hein, pour les conseillers que je côtoie, Bretagne, Pays de Loire, votre motivation et votre professionnalisme. Donc merci et continuez en ce sens. Voilà. Merci Jean-Pierre pour le mot de la fin. Là. Merci aussi David. Donc du coup, je profite de reprendre la parole pour passer un petit message. Donc déjà, nous remercions donc l'ensemble des intervenants et des participants à ce webinaire, donc qui a été enregistré et pour lequel vous recevrez un mail avec le replay disponible. Alors le RMT Bâtisse vous propose un prochain webinaire le 8 décembre prochain de 15h à 17h. Sur le thème d'une réflexion prospective des bâtiments d'élevage à l'horizon 2040. Voilà, donc du coup, je vous propose de conclure ce temps d'échange
Et puis, nous vous disons donc à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.